Bonjour à tous, merci d'être là. On sait qu'on n'aura peut-être pas le temps d'afficher le slide à la fin parce que vous aurez plein de questions pour essayer de gagner le paquet de bonbons. Donc on préfère remercier les sponsors au début. Donc on vous propose de les applaudir pour les remercier. Il n'y aurait pas d'événement sans eux. Et on est là ensemble pour parler du déclin fonctionnel. Et pour aligner nos cadres de référence, je vais essayer de vous donner non pas la définition, mais en tout cas celle que on a pris comme postulat avec Nico quand on a commencé à bosser le sujet. Donc nous, on va parler de la liste, la somme des fonctionnalités qui sont présentes dans votre solution, au sens large, qui apportent pas, peu ou plus de valeur. C'est ça l'objet de cette session. Vous pouvez encore vous barrer. Merci. Donc, qui on est Moi, je suis David Lézé. Et moi, je suis Nicolas Tondeur. Vous verrez, il y a peut-être des pièges dans la présentation. Et on voulait vous raconter un petit peu l'histoire de cette conférence. Il y a un an exactement, j'étais ici, je présentais un atelier autour de la dette technique. Et en sortant de cet atelier, en ayant une discussion très riche avec un certain nombre de copains dans la salle, je me suis dit, mais en fait, on parle beaucoup de la dette technique, mais est-ce qu'il y a des gens qui parlent du même aspect, mais côté fonctionnel? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question de la dette fonctionnelle? Et j'avais eu la chance, quelques mois auparavant, de voir la conférence de David, qui s'appelle « Et si on arrêtait de créer du software inutile ?» Et je me suis dit, j'ai un gars dans mes contacts qui peut peut-être m'aider sur ce sujet-là, si je l'appelais. Donc j'ai appelé David, et je lui ai parlé du sujet. Et là, tu m'as eu l'air enthousiaste à ce moment-là. Ouais, clairement, c'est un sujet, moi, en tant que PO, qui forcément me touche, parce que je vais essayer de ne pas créer cette dette, je vais essayer de la manager, je vais essayer de la réduire au maximum pour éviter d'arriver à l'état où on va être obligé de faire une refonte. Je suis avec vous à une conf qui a eu lieu hier qui était top. Donc, je lui ai dit, let's go, on va essayer de creuser ça ensemble. Et en creusant ensemble, on s'est rendu compte qu'en fait, le terme de dette fonctionnelle, c'était sans doute pas le bon terme. D'une part, parce qu'il y a des gens qui y adressent déjà un petit peu cette dette fonctionnelle, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui l'adressent. Mais surtout parce que nous, en fait, c'est pas tant une dette que le fait que parfois on met des choses qui ont tout à fait valeur à être là dans notre application. C'est juste qu'à force d'être là, peut-être ça devient un problème plus tard. Et avec David, ce qu'on se propose, c'est de vous accompagner pendant ces 45 minutes sur le chemin de la découverte de notre vision du déclin fonctionnel. Et on va le faire en 2 grands temps. Le premier temps, ça va être d'explorer un petit peu les conditions d'apparition de ce déclin, éventuellement les conséquences. Qu'est-ce que ça fait aux produits, aux équipes, le fait qu'il y ait du déclin fonctionnel. Et puis, quelles pistes, donc ça ce sera le deuxième temps, quelles pistes on peut explorer ensemble pour aller traiter ce déclin au fur et à mesure des slides. Pour vous faciliter la lecture, à chaque fois qu'on va identifier une cause, une conséquence, je vais la noter au tableau. Comme ça, quand on reviendra sur les traitements potentiels, on essaiera de vous montrer un petit peu, tiens, ce traitement-là, il va permettre de traiter cette cause ou cette conséquence. On y va ? Let's go. Et donc, oui, c'est moi, c'est vrai, c'est moi. On s'est posé une première question et moi j'ai envie de la reposer à David. David, comment tu définis le rôle de PO ? Ça, c'est facile. Un PO, c'est quelqu'un qui crée de la valeur. Matin, midi et soir. Il y a des gens qui font ça. Ouais, ça paraît un peu ironique dans ton ton quand même. Tu m'as peut-être percé à jour. Oui, j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire que pour beaucoup de PO, on a cette injonction. Ce côté, il faut toujours créer de la nouvelle valeur. On t'attend là, en fait. On t'attend là, on sur plus d'impact, plus de trucs pour tes utilisateurs, tout le temps. Mais on oublie des choses. On oublie d'aller traiter plein de choses. On va pas traiter cette fonctionnalité totalement inusitée
qu'il faudrait supprimer. On ne va pas traiter ce workflow totalement bancal où tous les utilisateurs pètent un câble quand ils utilisent notre application. On ne va pas traiter tous ces trucs-là. Pourquoi? Encore une fois, à cause de cette injonction qu'on se met parfois soi-même. Attention, moi je tombe dans ce piège vachement souvent. En mode, quelle est la prochaine valeur à aller créer? Et quand on a ce mode de fonctionnement, on se retrouve très vite avec cette dette fonctionnelle vers ce déclin. On se retrouve avec un produit qui devient obèse. Et généralement, on est sur une pente qui n'est pas ouf. C'est un bon premier constat, je trouve. Mais tu parles beaucoup PO, PM. Moi, dans mon expérience, je ne suis pas 100% sûr que le PO et le PM ils aient la main sur tout ça. Est-ce que tu veux revenir? En fait, le PO, je me dis, il n'est pas tout le temps vraiment responsable de ce qu'il doit mettre dans le backlog ou de ce qu'il va pousser en production quand même. Alors si, c'est toujours moi qui décide. Ah ouais, tu me suis. Alors, en fait, le problème que moi je rencontre souvent, c'est que les équipes agiles, elles répondent à un contrat, que ce soit un contrat interne, un mandat, que ce soit un contrat, parce que l'équipe agile, elle est mandatée en tant qu'externe, et ils ont une obligation contractuelle à faire des choses. Et cette obligation contractuelle, on essaye de la gommer, hein, ça fait partie du manifeste, de se dire on produit de la satisfaction et tout ça, mais elle reste présente. Et du fait, au-delà de se dire on est obligé de faire ça, c'est surtout le périmètre dans lequel on peut agir qui est figé. Le périmètre dans lequel l'équipe peut aller travailler qui est restreint souvent, surtout quand on a des équipes qui travaillent sur une partie d'un applicatif, alors qu'il y a d'autres équipes qui travaillent sur une autre partie. Et du fait, on en a des problématiques qui vont même au-delà du périmètre. Moi, on me dit souvent, mais ouais, je veux bien aller travailler sur ce sujet-là, mais je le mets sur quelle ligne du budget? Et ça, pour moi, c'est un deuxième problème. Je me suis fait une petite anti-sèche pour savoir quoi vous mettre facilement. C'est que, en fait, le périmètre de l'équipe, souvent, il est dicté par le contrat ou le mandat. Je vois où tu veux m'emmener. Le fameux forfait agile. En quelque sorte. Ouais, j'ai quelques difficultés avec celui-ci. Et que tu sois sur ce mode de fonctionnement ou non, moi, il y a un truc qui me pose problème, parce qu'il va amener à ce fameux déclin fonctionnel, c'est ça. Le fait que les équipes partent sur des hypothèses qui, la plupart du temps, ne sont pas validées. Et ça, c'est renforcé quand on est dans ce mode contractuel, parce qu'il y a un moment, il faut définir ce scope pour faire un contrat. Le truc, on le sait tous, parce qu'on bosse sur des systèmes complexes, c'est que une bonne partie, j'allais dire la plupart, je vais être sympa, une bonne partie de nos hypothèses, elles sont fausses. Hein. Attention, c'est OK. C'est pas parce qu'on est nul, c'est pas parce qu'on a un problème sur la manière dont on bosse. Non, c'est des hypothèses, on les a pas validées et la plupart sont fausses. Et quand bien même, on aurait fait un peu de discovery et on serait allé les valider. Qu'est-ce qui se passe quand on va commencer à les implémenter? Là aussi, on va arriver avec la vraie vie. C'est-à-dire que on va commencer à livrer des trucs, parce que bien sûr, vous livrez régulièrement de la valeur en production. Là, vous êtes obligé. Vous êtes obligé. Un jour, j'ai assisté à une keynote de Marty Kagan qui a mis une grande claque à tout le monde, qui a dit en gros, si vous ne vous livrez pas au minimum tous les 15 jours, arrêtez de dire que vous êtes agile. Voilà, la moitié de la salle est partie. Donc, une fois que vous avez livré, là aussi, vos certitudes, elles reprennent cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça et pour éviter d'aller déployer plein d'hypothèses fausses, plein de solutions qui ne sont pas pertinentes? C'est ça ma question, moi. Tu as une réponse à ça, toi? Je ne suis pas 100% sûr d'avoir cette réponse, d'autant que derrière, nos équipes, elles travaillent principalement sur des choses qui sont figées d'un point de vue périmètre et qui sont parfois vieilles. C'est vrai, c'est tout ce qui est legacy. Mais il me semble que tu as un peu plus à nous dire là-dessus. Ouais.
Le legacy, en fait, le legacy, on le voit souvent comme quelque chose qui est technique. Quand on parle de legacy, moi, quand je parle de legacy avec les équipes, elles me disent, bah ouais, non, mais nous, on travaille sur du legacy et l'application, elle a pris de l'âge. L'application, ça fait longtemps qu'elle est là, donc bah, on crée de la dette technique. Et je vous l'ai dit, moi, j'ai travaillé longtemps la dette technique. Mais le problème, c'est que le legacy, c'est aussi du legacy fonctionnel. Il y a combien de personnes qui ont déjà entendu parmi vous, non mais ça fonctionne comme ça fonctionne, de toute façon on va pas y toucher tant que ça fonctionne, on y touche pas quoi. D'accord. Ou combien de personnes ont dit non mais ce truc-là, on va continuer de le maintenir hein, parce qu'il vaut mieux le maintenir et qu'il soit pas utilisé que d'arrêter de le maintenir et de risquer que ça pète. D'accord. Un peu comme les Shadocks. Il vaut mieux pomper et risquer qu'il ne se passe rien que d'arrêter de pomper et risquer qu'il se passe quelque chose. Donc tant que ça ne crée pas d'erreur, je ne vais pas y toucher. Et là, on tombe sur un autre truc qui, moi, me concerne vachement en tant que PO. Il y a une autre injonction. Il faut occuper les équipes, quoi qu'il arrive. Et ça, premièrement, c'est une idée de merde. Deuxièmement, ça crée plein de dettes fonctionnelles. Pourquoi ? C'est simple. Attends, déjà, c'est pas seulement pourquoi. Moi, je suis assez d'accord avec ce que les gens te disent. Parce qu'un dev qui code pas, ouais, on a raté la transition, mais c'est pas grave. Un dev qui code pas, c'est pas un dev. D'accord ? Et j'en reviens à ma question de CRA. S'il code pas, il pointe sur quoi ? Ouais, c'est compliqué ça. Ce que moi, je voulais dire par là, c'est que si l'équipe elle est construite comme ça, si l'équipe elle est construite sur ce mode de fonctionnement, à savoir, j'ai un PO, je dois alimenter, et le corollaire, je suis un dev, je dois coder. Bah là, vous allez accumuler sur votre soft ou votre solution, quel que soit le truc que vous faites, plein de fonctionnalités que j'appelle d'occupation. Des trucs où grosso modo on sait que ça n'a pas un impact de dingo, mais que voulez-vous ma brave dame, fallait bien occuper Kevin. Non, surtout Kevin. Ouais. Pour une fois que je dis pas Michel. Et donc, moi, la question que je te pose ce coup-ci, c'est pour respecter nos transitions, c'est est-ce que tu n'as pas une meilleure idée que prendre le premier truc qui me passe par la tête en tant que PO et dire tiens, vas-y Kevin, fais ça. Si, j'ai une idée. C'est on supprime des choses. Mais le problème, c'est qu'on préfère souvent les occuper à de la réparation ou de la maintenance que de supprimer des choses. Ouais, et puis t'es gentil avec supprimer des trucs, mais pour le coup, là, c'est moi qui vais te dire ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Mais pour moi, ça coûte de l'argent, c'est pas le seul frein, en fait. Souvent, aussi, encore, on va dire régulièrement, souvent, généralement, mais vous allez voir, on a beaucoup de lieux communs. Hein. Mais une équipe, tu vas la voir et tu dis, hey, vous vous souvenez du truc qu'on a passé 6 mois à développer il y a 1 an ? Et si on le virait ? Voilà, l'équipe, elle vous regarde, elle fait pardon ? Je sais pas, ouais, ça apporte pas de valeur si on le virait. L'équipe, elle va vous faire, bah non, on a passé 6 mois dedans, on va pas le virer. Là, on rentre dans un biais. Vous voyez lequel biais je veux parler ? On est dans le biais des coûts irrécupérables. Et le problème, j'avais mis en plus au tableau. et le problème, c'est quand on regarde, quand l'équipe, elle se focalise sur ce biais, et quand je parle d'équipe, c'est aussi les managers. Hein. Non, tu comprends, nous l'année dernière, on a dépensé 6 mois de budget à faire ça, on ne va pas le supprimer maintenant. On en oublie que quelque chose qui est en place, ça coûte aussi. Combien d'entre vous travaillez sur des applications qui sont dans le cloud, qui sont sur Amazon, qui sont sur Google ? J'imagine que maintenant, vous avez été, depuis le temps, rattrapé par l'esprit FinOps. Il faut être capable de dire combien ça nous coûte par application d'être en ligne. En plus, ce coût de maintenance, il y a le fait de le maintenir en ligne, mais il y a le fait aussi de continuer à faire en sorte que ça marche pour pas que ça aille péter autre chose. Ce coût, au final, il finit par s'accumuler. Et on en revient à avoir des choses en ligne qui nous coûtent cher à garder en ligne, mais qui nous coûtent vraiment super cher à garder en ligne. Alors qu'en fait, si on faisait le calcul, je suis sûr que ça nous coûterait moins cher à supprimer. Et là, c'est à toi. Et là-dessus, moi, ce que je voulais vous donner, c'est juste un petit exemple.
Et à un moment, je bossais pour une boîte qui fait traverser des ferries entre la France et l'Angleterre. Je ne vais pas la nommer. Hein. Avant que je vienne pour refaire leur site de e-commerce, en gros, ils avaient fait un premier POC. Alors, il faut savoir que ces gens-là, leur business model, c'est de faire traverser les vieux avec leurs chiens dans leur voiture pour faire les stocks de pinards en France. Et après, ils reviennent. Je rigole à peine. Ça, c'est 60-70% de leur clientèle. Ils ont refait une espèce de refonte en partant sur un petit périmètre, un POC, en se disant on va adresser les jeunes à pied, français, pour les envoyer à Londres. Le fait est qu'il n'y avait pas de business en fait. Ça s'est vautré lamentablement d'un point de vue business. Il y avait 0 commande. Mais moi, quand je suis arrivé, le truc, il tournait en prod depuis 3 ans. Avec des coûts de prod. On était à 10-15 000 balles de coûts de prod par mois sur GCP pour un truc qui faisait 0 CA. Et il a fallu que j'arrive avec mes questions naïves. Pourquoi on maintient ça, en fait? Pour que quelqu'un se pose la question de « Ah ouais, en fait, ça n'a pas de sens. » Et ils l'ont dégagé 2 mois après. Tu as dû avoir la question, ça coûte combien de nettoyer aussi? Ouais, clairement. Mais c'est assez facile à faire, ce genre de calcul, quand on a tous les coûts, toutes les recettes, etc. En vrai, c'est pas si complexe. Ouais, mais bon. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, nettoyer, ça coûte de l'argent. Parce qu'en plus, plus on attend pour nettoyer, plus ce nettoyage va coûter cher. En fait, c'est un peu ça aussi qu'on voulait dire sur cette partie-là. Plus on attend pour nettoyer quelque chose, plus ça va coûter cher. Pourquoi? Parce que le truc, il est là au milieu. Un petit peu comme une tumeur. Plus une tumeur cancéreuse est présente longtemps, plus elle va avoir des adhérences avec ce qu'il y a autour. Bah là, c'est la même chose. Plus une fonctionnalité qui ne sert pas est présente, plus potentiellement elle va être dans son écosystème, elle va être liée à d'autres choses. Elle n'est pas utilisée, mais elle est quand même là présente. Et donc, plus ça va être compliqué de l'enlever. D'accord, ça va prendre de plus en plus d'énergie à enlever parce qu'il va falloir s'assurer, faire de la non-régression et s'assurer que ça ne pète rien nulle part. Et pourtant, elle ne sert à rien, mais elle est là. Bon, on a parlé des coûts. Toi, tu avais envie d'aller explorer encore un autre point, une autre conséquence de ce sujet. Ouais, clairement. Encore une fois, là, on est sur la partie où on essaye de vous donner un peu toutes les causes, d'où ça vient, etc., ce déclin fonctionnel. Moi, il y a un point, à tes souhaits. Quand une équipe bosse depuis longtemps sur le même périmètre fonctionnel, que ce soit du legacy ou non, on s'en moque, il y a un truc très humain qui s'installe, qui s'appelle l'ennui. Et c'est normal. Moi, le premier. Au bout d'un moment, mon cerveau il est moins stimulé, je m'ennuie, et on va arriver sur un truc que j'aime appeler, pour faire un parallèle avec le titre de la conférence, le déclin d'intérêt. C'est un phénomène hyper normal, mais la question c'est comment on le gère. Parce que ce qui arrive quand les gens sont dans l'ennui, vous le savez, c'est qu'ils deviennent des robots. Ils arrêtent d'activer leur cerveau et ils sont sur ce mode magnifique. C'est quoi le prochain truc à faire? Ok, très bien. Je le fais, je le livre. J'ai même vu une situation où un dev prend un ticket dans le board et dit « Alors ça, en vrai, c'est complètement débile. Faut pas faire ça. Hein. Ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est le client qui l'a demandé, moi je suis payé, alors je l'ai fait. » Quand tu arrives là, en termes de déclin, tu es bien là. Ouais, surtout dans sa création, quoi, et on en crée tout le temps. Alors, c'est bien beau. Là, on a fait un paysage qui est pas très joli. David et moi, on s'est quand même posé la question, est-ce que ce qu'on imagine nous,
Ça, vraiment, ça se vit vraiment ailleurs. Est-ce que c'est oui cause, causalité, conséquence. D'autres le vivent. Et on a fait une petite enquête auprès d'un certain nombre d'équipes, de nos clients et tout ça. Et voilà parmi les chiffres qu'on a été récupérés. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui travaillaient sur des produits qui ont déjà plus de 5 ans. D'accord ? 5 ans d'un produit, je vous laisse imaginer l'aspect legacy, l'aspect potentiellement ennui, et l'aspect, on a occupé les gens pendant ces 5 à 10 ans, donc on a mis des choses dedans. On a aussi des données qui nous montrent qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui considèrent que créer de la valeur pour un PO, c'est au centre du show, il doit toujours le faire, et que c'est au moins souvent vrai. D'accord ? Donc on a quand même un grand nombre de personnes qui se mettent dans cette position de oui, nous, notre boulot, c'est de créer de la valeur quoi qu'il arrive. On a ensuite, en plus, les mêmes personnes nous ont dit ouais, mais moi la valeur, je la mesure pas. Ou je la mesure parfois. Ce qui veut dire je la mesure pas. Ouais, mesurer parfois, nous, voilà. Et la dernière info qu'on a trouvée intéressante, c'est quand on leur a demandé est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'occuper votre équipe quoi qu'il arrive, ils nous ont dit oui. Donc on s'est dit qu'on n'était pas trop dans le faux. Mais j'ai une question. C'est grave, docteur ? C'est là où ce serait bien de switcher sur la deuxième partie de la conférence et des pistes, nos pistes, pour essayer d'aller lutter contre ce déclin fonctionnel. On va le redire peut-être plusieurs fois, mais il n'y a aucune vérité là-dedans. C'est juste notre vécu avec Nico, ce que nous, on a pu faire, ce qui nous parle. Les réponses, elles sont collectives, c'est la communauté qui les a. On veut juste vous donner les nôtres. Et le premier point, je parlais tout à l'heure d'aller vérifier ses hypothèses, etc. Il y a l'autre point, le parallèle sur lequel il faut faire hyper attention. Vos clients, vos utilisateurs, ils vont arriver et ils vont vous demander des solutions à leurs problèmes. Quasiment tout le monde connaît cette anecdote, mais les gens à qui on demandait à l'époque de ça, c'est quoi la killer feature du prochain téléphone, ils vous répondaient un fil plus long pour pouvoir téléphoner depuis le canapé alors attends, dans la cuisine. Il y a peut-être des jeunes. C'est un téléphone. Ah ouais, merde. On préfère le dire quand même. T'as bien fait. Il y a la même avec Henry Ford, les chevaux plus rapides, la voiture, etc. Vous voyez le délire en fait. Les gens ne se projettent pas forcément dans la meilleure solution pour leurs problèmes. Donc, aller réinterroger sur les problèmes, tomber amoureux des problèmes. J'aime beaucoup cette citation. Ma femme aussi, c'est pour ça qu'elle... Ah ouais, que t'as épousé, ouais. C'est malin ça. Excuse-moi. Du coup, j'ai l'image. Tomber amoureux des problèmes. Tout à fait. Et aller avec votre équipe produit, réfléchir aux meilleures solutions pour les problèmes en question. Sauf qu'après, il manque une étape qui est de mesurer. Mesurer. Bah ouais. Le truc où on est tous super nuls à faire. Tout le monde en parle, personne ne le fait. On appelle ça la data. Sauf que moi, je suis persuadé que sans ça, on a un gros problème. C'est que tous autant qu'on est, surtout s'il y a des PO dans la salle, on pense que nos idées, elles sont brillantes. Ça nous prouve le contraire. C'est que ton idée brillante, sur le terrain, quand on la mesure, personne s'en sert. C'est pas grave. T'es pas obligé d'être brillant tout le temps. Ah, heureusement, sinon j'aurais des soucis. Mais ce qui est encore plus... Moi, j'ai envie d'ajouter une couche encore. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a parfois des PO qui vont mesurer la data immédiate, le lendemain, le surlendemain, le mois d'après. Mais par contre, après, ils sont focalisés sur la nouveauté. Et ils en oublient de mesurer sur le long terme. Tu as raison. Et ce que je voulais juste mettre après, tu peux mettre un tout petit exemple si tu veux. Ça, c'est un mock-up que j'avais fait il y a quelques temps. Vous n'êtes pas obligé de dégainer les armes de guerre pour aller mesurer. Ça, j'ai mis ça sur mon side project pour mesurer des trucs.
et avoir un peu des infos sur comment c'est utilisé, etc., etc. J'ai mis un jour à coder ça. Et encore, je suis mauvais en code. C'est juste des requêtes d'agrégation sur une base de données. Il n'y a pas besoin de dégainer des Google Analytics du futur ou des machins comme ça pour avoir des premières prises de data intéressantes. Alors après, effectivement, j'ai un autre exemple, ça c'est sur mon projet pro, Biomérieux, où là, oui, il y a plus d'artillerie, Prometheus, Grafana, Loki, tout ce que tu veux. Bah oui, mais on est 20, quoi. Et on ne l'a pas fait en première instance. Donc, commencez simple. Et sur la première partie simple, s'il y avait une première mesure à faire, vous pouvez faire un seul bloc avec un gros chiffre, là, faites-moi plaisir, et mesurer votre North Star. C'est quoi la North Star? Alors, si y a des gens qui n'en ont pas, c'est votre KPI principal qui fait que votre produit marche. Si je vous donne un exemple, il faudrait que je le vérifie avec Rachel, celui-là, il a sûrement dû évoluer, mais en tout cas, il y a une époque, chez Spotify, la North Star, c'était le nombre de minutes d'écoute des abonnés payants. C'est logique, en fait. Est-ce que les gens utilisent le service? Si oui, combien? Et ce qui m'intéresse, c'est les premiums. Okay, donc, moi, si je vous donne un exemple dans mon projet actuel, on fait du séquençage ADN pour les industriels. Je veux savoir le nombre d'échantillons que j'ai séquencés. Et ça, je veux le savoir par secteur, par client, par machin. Et une version agrégée qui est ma North Star. C'est simple. Mais si vous n'avez pas ça, comment vous pilotez? Comment vous savez que ça marche, ce que vous faites? Comment vous savez que cette feature que vous pensez brillante, elle agit ou non sur le succès de votre produit? Faites ça. C'est pas mal, on a déjà commencé à explorer certaines de nos causes et conséquences. La prochaine, tu as envie de nous détailler un petit peu cette idée que tu as eue? Alors, quelle idée j'ai eue? Je me rapproche de l'écran pour... Ah ouais, ça c'est incroyable ça. Pourquoi je dis que c'est incroyable? Pas parce que c'était mon idée, ce serait hyper bizarre. Non, je fais moins par rapport à ma vie d'avant, d'animation d'atelier, de création de serious game, etc. etc. Ça, c'était un peu dans ma vie précédente. Mais en bossant avec cet énergumène, qui est Nico Tonder et qui fait ça toute la journée, j'ai dû être influencé par son aura, et ça m'a donné une idée d'atelier que je vous donne, que j'ai même pas testé, mais je suis sûr qu'elle marche. J'ai appelé ça Track the Elephant in the Room. En gros, vous prenez votre équipe produit, votre équipe tech, et vous la séparez en deux groupes. Vous leur filez des paperboards, et le premier groupe, vous lui demandez de lister tous les sujets qui sont trop complexes dans l'appli, tous les gros nœuds de complexité fonctionnelle, voilà, les trucs métiers hardcore. L'autre équipe fait la même chose sur la tech. Tout ce qui est over-engineering, tout ce qui est overkill, etc. Tous les trucs où personne ne veut toucher là. Ah, il y a un bug là-dessus. Oh, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Ces trucs-là. Vous inversez les rôles. Et après, vous débriefez. Moi, je suis persuadé que vous allez avoir plein de trucs qui se recoupent. Vous n'avez plus qu'à faire une jolie liste priorisée avec un petit dot voting. Et vous avez des sujets à traiter pour diminuer votre déclin fonctionnel. Et du fait, on va traiter potentiellement du legacy et on va être capable de justifier des dépenses. Tu pourras le tester pour moi pour voir s'il marche? Ouais, à fond. Merci. À fond. Alors, il y a un autre point qui est intéressant. C'est, moi, je vous l'ai dit, je travaille sur la dette technique. J'ai travaillé, j'ai eu la chance de pouvoir créer des ateliers sur la dette technique et on arrive à justifier auprès des équipes qu'il faut aller nettoyer l'application parce que du fait, ils seront plus efficaces à créer de la nouveauté, parce que du fait, l'application, elle sera plus facile à maintenir ou plus performante parfois, pas souvent, pas tout le temps le cas, mais la dette fonctionnelle, donc le déclin fonctionnel, ça devrait être la même chose. Dire aux équipes, les gars, c'est normal que vous ne soyez pas tout le temps à créer de la nouveauté. C'est normal qu'on vous demande d'aller faire en sorte de vous assurer que votre applicatif est efficace. Et l'applicatif efficace, on peut travailler avec eux pour leur dire, mais il n'y a pas que le technique qui rend un applicatif efficace. Il y a aussi le fonctionnel. De la même manière que moi, j'objective souvent, je travaille souvent avec les techs pour qu'ils s'objectivent à faire en sorte à travailler à la qualité du code.
Vous savez, la règle du Boy Scout sur la qualité du code ou ce genre de choses. Qui ne connaît pas la règle du Boy Scout sur la qualité du code? L'idée, c'est qu'un Boy Scout, quand il arrive sur un lieu de camp, il doit remettre le lieu en état supérieur à celui, meilleur que celui dans lequel il a trouvé le lieu dans lequel il est arrivé. Donc il va nettoyer, il va enlever des choses. La règle du Boy Scout en code, c'est un peu la même chose. C'est quand je vais aller travailler sur une partie de code que je n'ai pas créée, je m'objective à faire du refactoring, du nettoyage et tout ça pour que le code soit plus propre après mon intervention qu'avant mon intervention. Mais on pourrait très bien imaginer mettre en place ce même genre de règles, travailler avec eux pour ce même genre de règles d'un point de vue fonctionnel. Nous assurer, et surtout si on est capable de mesurer, nous assurer qu'à chaque fois qu'on va aller travailler à quelque chose, réparer une anomalie, qu'on va ajouter un nouveau morceau de fonctionnalité, globalement, on améliore nos datas de mesure de l'utilisation de nos fonctionnalités. Un petit chien. C'est trop mignon les petits chiens. Et juste pour compléter ce que je suis 100% d'accord avec ce que tu disais, là aussi, prenez des données factuelles. C'est-à-dire que quand Nico parle de ça, si vous avez des données de NPS, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, allez juste voir le support et faites un team mood du support mois après mois ou semaine après semaine, etc. Vous allez voir si les actions que vous êtes en train de prendre, elles portent leurs fruits ou pas. Si les gens ils sont mieux, si quand ils vont vous arriver, ils commencent à vous proposer du café, c'est que vous bossez bien, quoi. Il y a un petit peu des choses comme ça dans Accelerate en fait. Ouais, carrément. Et pourquoi un petit chien? C'est parce que effectivement, l'idée c'était de traiter le problème de l'ennui. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on bosse longtemps sur un sujet, on finit par s'ennuyer, on finit par arrêter de se questionner, etc. C'est humain. Comment on peut adresser ça? Tu peux enlever le chien. Même s'il est mignon. J'aimais bien le petit chien. Moi aussi, j'aimais bien le petit chien. Au pire, on en remettra. Non, je déconne. Ce que j'adore faire, et c'est un peu comme la data. Céline en parlait tout à l'heure dans sa conférence. Gemba Walk, pour ceux qui n'ont pas la ref, allez voir là où ça se passe. Donc, prenez vos équipes et allez à la rencontre des utilisateurs et regardez les gens utiliser votre produit. J'ai pas trouvé grand-chose de plus puissant pour redonner la motivation aux gens. En fait, il faut se rendre compte que quand tu es une équipe tech qui bosse sur un produit pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et que tu n'as jamais vu quelqu'un utiliser ton truc, au bout d'un moment, ça devient méchamment abstrait. Et ouais, c'est vas-y, je prends la demande, je le fais, je prends la demande, je le fais, je deviens une machine. Remettre le pourquoi. Voir des gens utiliser le truc, voir que ça leur simplifie la vie. Ça, c'est un axe de motivation méchamment puissant. Pas du tout assez employé. Alors je sais, des fois c'est dur. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Merde, c'est le nom d'une chanson, ça je crois. Je peux donner un exemple? Vas-y. Il y a quelques années, j'accompagnais des gens qui nous emmènent très loin sur des rails, mais souvent en retard. C'est pas vrai. Mais à l'époque, si. À l'époque, c'était vrai. Et je travaillais sur un outil où on faisait du reporting, énormément de tableaux de bord pour tout ce qui est intervention sur les voies. D'accord, c'était un gros outil dans lequel il y avait de la planification des interventions sur les voies. Je n'ai jamais vu de système plus complexe depuis que je travaille. Et ça fait plusieurs décennies que je travaille. Et à un moment donné, je m'intéresse un petit peu au fonctionnel pur et dur de ce qu'ils font. Moi, généralement, je ne vais pas creuser le fonctionnel pur et dur parce que j'essaie d'accompagner l'équipe et je leur laisse le fonctionnel, même le technique. Maintenant, j'en suis loin. Et je vois qu'ils ont dans leur backlog ajouté tel tableau de bord, ajouté tel tableau de bord, ajouté tel tableau de bord. Et je fais, mais ça vous coûte cher d'ajouter vos tableaux de bord? Oui, ça nous coûte relativement cher. Ça prend du temps à chaque fois parce qu'ils n'avaient pas un outil simple et tout ça. Et je fais, mais c'est valorisé par le PO. Le PO, ils me disent, bah oui, on a un ordre de valeur et tout. Puis je voyais souvent les mêmes noms des personnes qui apparaissaient.
dans les demandeurs, pas dans les PO, hein, mais dans les demandeurs, dans les experts fonctionnels. Puis un jour, j'ai été voir l'équipe, j'ai fait, vous pouvez me montrer où vous les ajoutez, les tableaux de bord, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup quand même. Et là, ils me montrent un truc. Ils me disent, ben, les tableaux de bord, en fait, on les ajoute là. Donc, ils me montrent un chemin de 4-5 menus. Et là, on arrive sur une page où il y a des dizaines et des dizaines de noms de tableaux de bord. Et tous les tableaux de bord que j'avais vus passer précédemment, ils étaient dans cette grande liste. Et je fais, mais du fait, le mec, il vous demande souvent des tableaux de bord. Vous savez pourquoi il vous en demande tout le temps des nouveaux? Enfin, ah bah non, on ne sait pas trop, et tout ça. Et en creusant un petit peu, la personne, en fait, elle demandait tout le temps des tableaux de bord différents parce que, bah, d'une part, elle ne trouvait pas forcément les tableaux de bord qui lui allaient bien. Donc, plutôt que de vérifier, d'aller chercher s'il y avait des tableaux de bord existants qui pouvaient répondre à son besoin, elle en créait des nouveaux, elle en demandait des nouveaux. En plus, bah, comme ça a été simple pour elle de demander un tableau de bord, il n'y a jamais personne qui s'était posé la question « Eh, on n'a pas beaucoup de tableaux de bord, est-ce qu'on ne pourrait pas variabiliser un petit peu nos données et puis dire bah, je veux telle information sur telle période, et puis que le tableau de bord soit variabilisé, plutôt que d'avoir un tableau de bord où j'ai toujours des données figées. Et ils ont commencé à travailler là-dessus. Et justement, c'est ce qu'ils ont fait, je ne l'ai pas appelé le Gemba à l'origine, mais à ce moment-là, mais ils ont demandé à cette personne, on pourrait s'asseoir à côté de toi pendant une journée, s'il te plaît, tu nous montres comment tu les utilises. Ça a piqué. Tout ce qui est test d'usability, ça se dit pas, comment on dit usability testing? Ouais, bref, vous m'avez compris. C'est un truc incroyable. Si vous pouvez faire ça, c'est incroyable. Pour l'équipe, pour enlever des certitudes, pour ramener des trucs hyper pertinents dans le backlog. Il y a un bon bouquin sur le sujet qui s'appelle, je crois, Usability Testing, que moi, ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs. Je ne suis pas encore assez bon là-dessus, c'est un truc sur lequel il faut que je progresse parce qu'il faut les programmer, il faut pouvoir récupérer les gens qu'on va interviewer, etc. Quand on est dans le B2B, c'est vachement plus dur. Sur du B2C, bon, effectivement, tu vas voir les gens, tu leur offres un bon Amazon, généralement ça marche. Mais quand vous avez besoin que les gens soient experts de leur domaine, etc., et qui travaillent dans des entreprises, c'est plus dur. Mais, c'est pas parce que, encore une fois, c'est pas parce que c'est dur qu'il ne faut pas le faire. Parce que la valeur que ça apporte, elle est dingo. Et je crois que tu voulais nous parler de ouais, mais vision. c'est une super transition en fait. C'est pas parce que c'est dur qu'il faut pas le faire. Ça vous paraît facile ça de dire si on révisait notre vision du produit? Il y a des PO ici ou des PM. C'est facile de réviser la vision du produit, de la retravailler. Ça prend du temps. Hein. Et pourtant en fait, je trouve que c'est l'essence même de notre travail. Oui, à un moment donné, on a notre vision claire de ce que notre produit doit faire et on va avancer vers cette vision. Mais à un moment donné, vous avez tous déjà vu le dessin d'Henrik Knieberg qui dit vision initiale et puis j'avance et puis la distance entre là où j'atterris et ma vision initiale, c'est la valeur ajoutée. D'accord moi, je trouve que revoir la vision, s'assurer régulièrement, pas à chaque sprint, pas à chaque mise en production, mais vous assurer régulièrement que non seulement votre produit répond correctement à la vision, ça on le fait à chaque sprint, mais qu'en plus cette vision continue à correspondre aux problèmes ou aux demandes des gens pour qui vous créez le produit, c'est primordial. Pour moi, une vision, ça se révise. On ne va pas faire un virage à 360 degrés, mais vous croyez que Gmail, à l'origine, ils essayaient de faire... Moi, j'ai été un bêta-testeur de Gmail. Oui, je suis vieux comme ça. Mais à l'origine, Gmail, c'était absolument pas l'outil qu'on a maintenant. Et je peux vous garantir que la vision des product owners de Gmail, c'était absolument pas l'outil qu'on a maintenant, Gmail. Et pourtant... ils ont réussi à le faire vivre et à le faire évoluer. Donc faire évoluer cette vision, ça va nous permettre d'aller chercher encore plus de valeur, de remettre en question ce paradigme en quelque sorte de périmètre égal contrat, et puis d'aller chercher des nouvelles hypothèses pour avancer. Et juste, je le pose là parce que je sais que chez vous, ça ne peut pas arriver, mais 18 mois, voire 2 ans après le démarrage d'un produit, j'ai rejoint une équipe que j'ai accompagnée pour poser la vision. 2 ans après. Donc si jamais c'est le cas chez vous, je ne vous juge pas, promis, mais faites-le en fait. Faites-le, prenez l'exercice, prenez tout le temps qu'il vous faut, 1 journée, 2 journées, 3 journées, faites les itérations, posez-la par écrit, allez la communiquer, etc., etc. En fait,
c'est vraiment crucial. Donc oui, il faut la réviser et avant, il faut la poser. Donc on va avancer un petit peu parce que je vois le temps qui passe et voilà. Encore une fois, hein, vous pouvez nous poser plein de questions après. On est là juste pour essayer de vous donner des pistes, mais n'hésitez pas après à venir nous parler. Après les Discoach, on sera aussi disponible. Alors, il y a aussi quelque chose qui est vachement intéressant, c'est que vous allez, dans tout ce qu'on vous a déjà dit, vous allez potentiellement identifier des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées. D'accord ? Ça ne veut pas dire que si elle n'est pas utilisée, on la supprime. Ça peut aussi vouloir dire que si elle n'est pas utilisée, c'est qu'elle est méconnue, ou c'est qu'elle n'est pas suffisamment bien accessible ou pas mise en avant. Donc, retravailler, réencenser vos fonctionnalités inusitées, refaire appel à vos UX, à vos UI sur des choses qui sont déjà en place, ça peut aussi être une piste vachement intéressante pour, même, à la rigueur, même effacer le biais des coûts irrécupérables. On l'a créé, cette fonctionnalité. Elle avait du sens à un moment donné. Comment on fait pour qu'elle soit utilisée ? On a parlé des coûts. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant d'être capable d'identifier les coûts. On a maintenant justement des données du FinOps, des choses comme ça, qui vont nous permettre d'identifier ce qui nous coûte de l'argent et de faire des potentielles hypothèses sur combien va nous coûter le nettoyage. Ce qui est vachement intéressant, c'est que de plus en plus, il y a des recherches qui montrent que, par exemple, le temps de chargement d'une page web, pas d'une application, d'une page web, a une grosse influence sur le SEO. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le temps de chargement d'une page web a une incidence sur le SEO. Donc une page web avec plein de dettes fonctionnelles, il y a de grandes chances qu'elle prenne plus de temps à s'afficher qu'une page web où il y a très peu de fonctionnalités, et donc votre SEO, il va en pâtir. Sur les applis mobiles, c'est la même chose. Le temps moyen accepté par un utilisateur pour que son appli se lance avant de dire j'en ai marre et je la désinstalle, il est en dessous des 3 secondes, il me semble. D'accord ? Donc on en est vraiment à des trucs où plus on va faire des applications qui sont légères, et pas uniquement au niveau technique, plus ça va aller vite. En plus, qu'on ne remarque pas forcément, et ce qui est intéressant, et là je vous donne vraiment la piste, si vous nettoyez votre application, vous pouvez avoir un impact sur les utilisateurs. Et ça peut être sympa. Avoir un vrai impact sur la satisfaction de vos utilisateurs en nettoyant, vous allez créer de la valeur en enlevant des choses. C'est magique. Bon, on ne voulait pas non plus terminer juste là-dessus. Non, l'idée c'est, premièrement, reposer un constat et un postulat, c'est que ce qu'on décrit, et ce phénomène de déclin fonctionnel, on est tous dedans. Il est naturel et on ne peut pas y échapper, malheureusement. Nos applications, elles vont prendre de l'âge, etc. Et ce déclin, il va s'installer. Donc déjà, c'est un peu de se reposer en disant c'est normal. On n'a pas genre mal travaillé, etc. C'est normal, c'est un phénomène naturel normal. Maintenant, comment on fait pour réussir à le réduire, à le gérer, pour éviter d'arriver beaucoup trop vite sur « Ok, c'est la merde absolue, il va falloir faire une refonte ». C'est ça l'idée. Et en fait, ce qu'on veut dire avec Nico, c'est que la plupart des outils qui sont issus de la sphère agile, du product management et toutes ces choses que vous connaissez déjà, ils sont là, ils peuvent nous aider. Juste parfois, on les utilise peut-être pas assez avec ce but en tête. Ouais. Donc la dette fonctionnelle, c'est vraiment pas un mal incurable. Nous, on ne pense pas qu'il soit incurable. Par contre, il peut être inéluctable et il est souvent inéluctable. Mais même s'il est inéluctable, ne l'ignorez pas. Quand on ne le traite pas, en fait, on a tendance à aller en plus rendre nos équipes malheureuses, voire pas leur faciliter le boulot. Elles ne seront pas juste malheureuses, elles ne vont pas faciliter le boulot. Et comme tu l'as dit, il y a des remèdes assez simples. Tout ce qu'on a fait, David et moi, pour vous faciliter la lecture, parce que là, on sait bien qu'avoir toutes les causes et conséquences, et puis après avoir les remèdes, ce n'est pas forcément simple. On a créé un tableau qui ressemble à ça, et il est disponible dans un petit article qui a été normalement publié ce matin sur le site hacker.biz, avec toutes nos références, avec un lien vers notre concept board vers un concept board qui reprend nos travaux. N'hésitez pas à commenter l'article, à nous dire si vous trouvez d'autres remèdes.
Il y a aussi des liens vers d'autres lectures, des vidéos de Rémi Guyot, ce genre de choses sur la Discovery qui peuvent être intéressantes. Bon, vous l'aviez deviné, moi je suis Nico Tondeur et toi tu es David Lézé. Si vous voulez en savoir plus, il y a les réseaux pour ça. On s'en fiche. Et si vous voulez donner du rôti, les orgas, on fait ça bien. Il y a un petit QR code. Moi, ce que j'ai envie, encore une fois, de redire, c'est que je suis persuadé que les solutions, elles sont collaboratives. C'est pas Nico, c'est pas moi qui ayons toutes les réponses. Donc, n'hésitez pas, si c'est un sujet qui vous a parlé, à le creuser, à partager des trucs sur les réseaux, en conférence, dans l'article, partout où vous voulez. Mais la solution, c'est le système, comme toujours. Pour une dernière toute petite info, je travaille à un outil pour mettre en évidence l'impact de la dette du déclin fonctionnel sur la capacité d'une équipe à être efficace. D'accord ? J'espère qu'il sortira bientôt. On s'est concentré sur la conférence plutôt que de créer l'atelier, mais il devrait arriver bientôt. Et pour ceux qui me connaissent, je vais détourner Far Away. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Personne ne veut essayer de gagner le paquet de bonbons ? Ah, une question là-bas. Bon. Attends, j'amène le micro. Merci. Alors, j'ai plus la source, j'ai entendu ça dans un podcast. Je pense qu'on a un biais occidentaux à vouloir des applications épurées. Et la personne dans le podcast disait, par exemple, en Asie, particulièrement en Chine, c'est plus l'inverse. Plus on va mettre de fonctionnalités, plus ça va déborder. Ils ont le modèle de la super apps où il y a tout dedans, et mieux c'est. Donc ça va un peu à l'encontre de votre message, mais... Non, c'est intéressant. Typiquement, moi, c'est pas du tout un marché que j'ai déjà adressé, que je connais. Du coup, j'ai pas les codes. Mais c'est super intéressant. Un jour, j'aimerais bien le creuser, mais tu vois, j'ai pas les codes. On a encore le temps pour une question. Ça va être chaud. Ah. Allez, la dernière, on y va. Ça vous laissera le temps d'aller boire un coup. Ouais. Bonjour, merci c'était top. Enfin, je suis super d'accord avec le message. Et c'était juste, je voulais rajouter deux petites remarques de mon expérience personnelle. Alors la première, c'est sur le fait d'aller à la rencontre des utilisateurs. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un message qu'on fait régulièrement passer. Et aussi le fait de dire aux développeurs que ce sont les premiers utilisateurs de l'application. Et que s'ils identifient eux-mêmes des sujets frustrants, des irritants sur l'utilisation quand ils la testent, c'est déjà un premier indicateur et quelque chose qu'il faut creuser. Voilà. On en revient potentiellement au Gemba aussi. Le Gemba, il me semble que la traduction exacte, c'est là où se trouve la vérité. Et donc, essayez d'aller trouver cette vérité. On vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, venez nous les poser en individuel.